Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, une année de présidence Trump aux États-Unis. Que faut-il en retenir? Quel est le bilan? En campagne électorale perpétuelle, Donald Trump envisagerait-il déjà de se représenter pour un second mandat? En Roumanie, les sociodémocrates font à nouveau tomber leur propre gouvernement. Quelle est la stratégie de Liviu Dragnea à la tête du tout-puissant PSD? De plus en plus de Roumains quittent le pays, lassés par l'instabilité politique et par la corruption. Peut-on parler d'une fuite des cerveaux? Projet controversé décidé il y a 50 ans, le gouvernement français abandonne l'idée de construire un nouvel aéroport dans l'Ouest. Pourquoi le président a-t-il changé d'avis? Un recul précurseur d'autres abandons? Est-ce aussi la fin de l'idéologie des grands chantiers? Facebook va redonner la priorité aux amis au détriment des marques et des médias. Pourquoi ce changement de stratégie? Une remise en question face aux critiques. Et quant aux médias, sont-ils devenus trop dépendants de Facebook? Voilà pour le sommaire, on en parle avec nos kiosqueurs. Les voici. Jean Stern, rédacteur en chef de La Chronique, le mensuel d'Amnesty International. Vous êtes également chroniqueur radio sur France Inter, ancien reporter, notamment en Europe de l'Est et en Amérique latine. Gérard Leclerc, conseiller éditorial à la revue trimestriel Oui Demain, consacré aux questions sociétales, ancien rédacteur en chef à France 2 et à France 3 et ancien président de la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale LCP. Et puis Ana Navarro Pedro, correspondante à Paris de l'hebdomadaire généraliste portugais Visao. Avant cela, envoyée spéciale permanente pour le quotidien Publico pendant 15 ans déjà à Paris. Merci à vous trois d'être ici en ce dimanche pour nous livrer votre analyse de l'actualité de la semaine. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires, vous aussi qui nous regardez, soit sur Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque ou alors sur notre page Facebook. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être déjà répondre à cette question. A-t-on jamais autant parlé d'un président américain? Est-ce qu'on en parle trop? Cela fait 1 an et 1 jour que Donald Trump est entré à la Maison-Blanche. Son équipe de com lui a fait cette vidéo cadeau d'anniversaire. Each American generation passes the torch of truth, liberty and justice in an unbroken chain all the way down to the present. That torch is now in our hands. Voilà, la vidéo dure à peu près 3 minutes. Un mot déjà pour qualifier cette première année de présidence. Anna, un mot. Un mot. Chance. Chance. On n'a pas une guerre nucléaire. Gérard? Catastrophique à tout point de vue. Absurde, comme le père Ubu. Bon, on va essayer de faire le bilan de cette première année. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette première année de présidence Trump, Gérard? Il faut toujours être honnête, donc il faut dire que l'économie américaine tourne bien, marche bien, avec seulement 4% de chômeurs. Bon, est-ce que c'est grâce à Trump? J'en suis pas convaincu. Bien évidemment, l'économie, c'est un paquebot, c'est très longtemps. Donc, de toute façon, même s'il y a des bonnes ou des mauvaises nouvelles qui sont prises à un moment, il faut plusieurs années pour que ça ait des applications. Il a baissé les impôts, donc c'est vrai que les entreprises ne vont pas s'en plaindre et que c'est économiquement parlant, c'est plutôt bon. Alors ensuite, il faut voir comment il va financer ça. Et puis, à partir du moment où il réduit les dépenses partout, il y aura à l'inverse, bien évidemment, des conséquences graves au niveau social. Mais pour le reste, j'ai dit ce qui était plutôt positif. Tout le reste, à mon avis, est à placer au débit. Et notamment sur 2 points qui sont quand même extrêmement graves, puisque ça concerne toute la planète. C'est bien sûr, d'une façon générale, Trump, c'est un facteur de désordre et même de danger au niveau international. On le voit avec cette espèce de jeu invraisemblable avec la Corée du Nord. Ils en sont à se comparer la taille de leur bouton nucléaire. On le voit. Pardon. Et deuxième élément. Et deuxième élément, l'Afrique. Et puis deuxième élément, le réchauffement climatique, où là véritablement c'est vraiment une catastrophe. Je pense que c'est à contresens de l'histoire. Anna, je vous voyais réagir à ce que disait Gérard. Oui, je disais peut-être sur le bilan économique, il faudrait rajouter une chose. Vous avez
voudrais souligner qu'il coupe toutes les dépenses de l'État fédéral au niveau social et ça va avoir des conséquences. Mais il faut aussi ajouter que le budget fédéral a augmenté d'un trillion de dollars. Je pense que c'est un milliard de dollars avec des dépenses autres en faveur des entreprises qui ne vont pas forcément les répercuter au niveau de l'emploi. Donc ça aura à l'avenir des conséquences très, très, très dures pour le pays. On dit souvent qu'il n'a pas de bilan. Une année, pas de bilan, enfin rien à mettre à son actif. C'est le cas ? Il a un bilan, il a beaucoup d'aspects qui sont d'ailleurs discutés en ce moment, qui sont d'abord discutés aux États-Unis. Pas plus tard qu'hier, il y avait des centaines de milliers de personnes, notamment des femmes, qui ont manifesté, 500 000 personnes à Los Angeles, qui est pratiquement historique dans cette ville. Et c'était autour de 2 hashtags. Pour résumer les choses, il y avait d'abord le hashtag MeToo, puisque c'était une manifestation principalement de femmes, et que la question du harcèlement, à laquelle d'ailleurs Trump avait été en partie associé négativement pendant sa campagne, participe. Et puis vous avez la question, le deuxième mot tag, c'était Trump shutdown. Vous savez qu'il y a eu le shutdown, c'est-à-dire donc c'est une fermeture de l'administration fédérale. On va y venir dans un instant. Vendredi, et donc Trump shutdown, c'était un des gros slogans des manifestations de samedi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a non seulement une exaspération de tout ce que représente Trump politiquement, mais aussi de ce qu'il est comme homme. Et ça, je crois que c'est un phénomène tout à fait nouveau auquel on a peu assisté dans l'Occident jusqu'à présent, c'est-à-dire le rejet absolu, définitif et total d'un dirigeant dans ce qu'il incarne, dans ce qu'il est, dans ce qu'il se présente et même de la manière dont il parle, si je peux dire. On a l'impression qu'il prend des décisions toujours un peu de façon chaotique, mais il y a quand même en filigrane maintenant une politique qui se dégage. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est l'Amérique d'abord, mais il l'avait promis. Il l'avait promis, de ce point de vue-là, il tient ses engagements, mais d'une façon tellement caricaturale que je crois que c'est dangereux. Une fois encore, je le dis, au niveau du réchauffement climatique, c'est catastrophique, et même au niveau, je pense, de l'image de l'Amérique. Il y a une espèce de repli sur soi, de recroquevillement de l'Amérique, et qui commence déjà à avoir des conséquences sur la scène internationale, c'est-à-dire que l'Amérique, effectivement, est en train de s'effacer, et par exemple, quand vous voyez quand Emmanuel Macron, le président Macron est allé en Chine, l'intérêt que la Chine porte maintenant, pas seulement la France, mais à l'Europe, etc., c'est tout simplement parce qu'il commence à comprendre que le monde, ce qui était avant l'hyperpuissance américaine, je pense, est en train de s'effacer. De ce point de vue-là, c'est d'ailleurs une bonne chose, mais c'est pas bon pour les Américains. Oui, au niveau intérieur aussi, il y a autre chose qui est préoccupante, parce qu'effectivement, il prend des mesures qui ont une certaine cohérence. Contrairement à ce que disent beaucoup d'Américains, il n'est pas fou, à mon avis. Il n'a pas de surmoi, c'est un enfant, un gosse de riche, sans aucune limite imposée dès sa petite enfance, mais autrement, il n'est pas fou. Ce qu'il fait, et c'est pour ça que le Parti républicain l'appuie, c'est de mettre en pratique les principes les plus conservateurs extrémistes du Parti républicain aux États-Unis et de leur principal financier, c'est-à-dire les grands milliardaires, les grandes entreprises, puisqu'il abonde dans leur sens dans la politique qu'il a mise en place au niveau national, notamment au niveau du climat et de l'environnement. Mais d'un autre côté, c'est pas lui qui dirige les États-Unis. On parle de cette junte bénigne, selon le mot américain, le bon mot américain, des 3 généraux, défense, l'Agence nationale de sécurité, et puis son secrétaire général de la Maison-Blanche, général Kelly, 3 généraux, 3 militaires qui dirigent le pays. Et c'est extrêmement grave parce que les États-Unis étaient la première des démocraties à dire que le pouvoir militaire doit être soumis au pouvoir civil. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. Et on en est à être rassuré que ce soit des militaires qui gèrent le pays en secret. C'est quand même assez préoccupant. C'est très, très intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui aux États-Unis, c'est des généraux qui sont les gardiens d'une certaine forme de démocratie, alors que les alliés politiques de Trump sont aujourd'hui la fraction la plus dure du Parti républicain, notamment sur des questions qui sont des questions internes, mais aussi externes, les questions de l'immigration. Le durcissement considérable de l'administration Trump depuis 1 an, les nouvelles mesures qui se préparent, concernent aux États-Unis 11 millions de personnes et remettent en cause des engagements qui avaient été pris au nom des États-Unis par le président précédent, le président Obama. Et donc, les États-Unis, d'une certaine manière, reviennent sur une parole qu'ils ont donnée à des centaines de milliers de personnes dans le cadre du programme que Obama avait appelé Dreamers. Alors, on sait que pour l'instant, sa base lui reste fidèle, vraiment fidèle. La proportion des électeurs qui se disent satisfaits de son travail, aussi entre 35% et 45%. Donald Trump n'a pas connu d'état de grâce. Dès le début, les sondages lui ont été difficiles. C'était un homme d'affaires sans expérience politique. Est-ce que la greffe avec le pouvoir a pris ?
Non, je ne pense pas. D'ailleurs, je corrige, enfin du moins je nuance. C'est vrai que les sondages ne sont pas catastrophiques, mais ils ne sont pas bons non plus. Il y a quand même rarement eu un président de la République américain qui est descendu aussi vite dans les sondages. Donc il y a un vrai souci. Cela dit, il conserve bien évidemment ses partisans. Et la frange la plus, j'allais dire, réactionnaire de la droite américaine, des républicains, etc., effectivement, le soutien est très contente. Il fait ce qu'il avait annoncé et il en rajoute même dans la façon de le faire. Donc ça plaît. Mais moi, j'attends de voir les élections de midterm qui vont intervenir au mois de novembre prochain. Je pense, et c'est pour ça d'ailleurs qu'une bonne partie des républicains aussi commencent un peu à se révolter contre lui, John McCain et d'autres. S'il y a ce qu'on appelle le shutdown, c'est-à-dire qu'il y a il y a 850 000 fonctionnaires américains qui sont au chômage technique parce que le budget n'est pas voté, c'est justement parce qu'il y a une partie des républicains sont majoritaires au Congrès américain. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est qu'une partie des élus républicains qui n'acceptent pas de suivre. On va regarder justement la une du quotidien américain Chicago Sun-Times. Le shutdown, c'est donc cette fermeture partielle de l'administration fédérale faute d'accord sur le financement temporaire de l'État. Aucun président n'a été auparavant mis en difficulté de cette manière en contrôlant les 2 chambres du Congrès. Il y a ces élections de mi-mandat qui approchent. C'est inquiétant pour lui ? Oui, je crois que c'est effectivement très inquiétant pour lui. Et c'est ce qu'on disait, c'est absolument non-maîtrise du pouvoir, des mécanismes du pouvoir. Le fait que ce soit les généraux qui soient encore une fois au pouvoir, et ça je crois que c'est quelque chose qu'en France on ne se rend pas assez compte, dans le reste du monde, c'est aux États-Unis, c'est ces 3 hommes qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui dans toutes les décisions au jour le jour. Je disais cette semaine, si à la fin de son premier mandat, Donald Trump a réussi à éviter une guerre, finalement ça sera tout bénéfice. Ben oui. Mais c'est vraiment mettre la barre très bas, n'est-ce pas? C'est ce que je disais dès le départ, la chance de ne pas avoir une guerre nucléaire jusqu'à présent. Mais c'est vraiment un bilan... Alors, parmi les idées fixes de Donald Trump, on sait, il y a les médias, il règle ses comptes. Il a décerné cette semaine ses Fake News Awards, parmi les lauréats de cette liste noire, les titres considérés comme hostiles par le président américain, notamment le New York Times et la chaîne CNN. C'est aussi une façon de vanter son bilan en décrédibilisant les médias. D'abord, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, si j'ose dire, parce que malgré tout, en question fake news, Trump est spécialiste. Et puis je pense qu'il faut s'interroger sur les 2 termes, fake, fausse, erronée et news, nouvelle. Et je crois qu'au contraire, moi je suis en désaccord absolu avec Trump et même avec une partie des analyses sur les questions. Je pense que l'information n'a jamais aussi bien circulé aujourd'hui, qu'elle circule par différents médias, de différents canaux, y compris d'ailleurs par les citoyens qui, aux États-Unis comme ailleurs, reprennent la parole sur les médias sociaux et ailleurs. Gérard, un commentaire là-dessus sur ces Fake News Awards? Oui, c'est-à-dire que c'est assez paradoxal, parce que je suis tout à fait d'accord. Il n'y a jamais eu autant d'informations qui a circulé dans le monde. Il y a tout. Avec notamment, en plus maintenant de ce qui existait avant, bon, non seulement les chaînes d'information des télévisions en continu, mais le Internet et les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une masse d'informations qui n'existait pas avant. Cela dit, il y a aussi un vrai souci, parce que justement, la contrepartie, enfin du moins... Bizarrement, le résultat de tout ça, c'est que les thèses complotistes et que les fake news n'ont jamais été aussi nombreuses. Donc, il y a un phénomène assez paradoxal, assez étonnant. J'en suis pas si sûr, personnellement. Mais bon, ça reste à vérifier. Avec les réseaux sociaux... Enfin, je sais pas. Alors ça, on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. On va parler de Facebook. Pour continuer sur Donald Trump, il avait prévu de célébrer cette année au pouvoir dans sa résidence en Floride, un programme annulé en raison de ce shutdown, un dîner de la victoire Trump, l'occasion d'une levée de fonds de campagne pour la présidentielle de 2020. Est-ce que Donald Trump s'imagine peut-être déjà faire un second mandat? Je crois que oui, absolument. Et il le dit et il se porte déjà candidat. Je pense déjà qu'il y a une fuite en avant. Il sait que tous les problèmes, toutes les casseroles qu'il traîne, la seule façon d'éviter qu'elles viennent jusqu'à lui, c'est justement de rester au pouvoir. Faites référence à l'affaire russe, on l'appelle? Affaire russe, qui je ne pense pas que ce soit une influence. Je pense que les enquêtes qui parlent d'un blanchiment d'argent de la mafia russe par Trump, et ceci bien avant son arrivée au pouvoir, c'est vraiment le cœur du problème. Et donc, ça risquerait de... Donc pour vous, il s'imagine faire un second mandat? Il s'imagine, il a commencé la levée de fonds et il en parle depuis des mois. Si vous regardez un peu l'actualité américaine aujourd'hui, il en parle, il en est absolument persuadé. Gérard? Oui, c'est rare qu'un président se fasse élire pour un premier mandat sans espérer en faire un second. Oui. C'est quasiment la règle générale. Sauf qu'il ne voulait même pas être élu. Il voulait même pas être élu. Il voulait faire un empire de presse populiste
de droite. Alors ça, c'est ce que etc. dit un bouquin qui est sorti, un livre bon, officiel. il a quand même Gérard. fait toute la... Enfin oui, il s'est fait élire, donc c'est bien qu'il s'est présenté et qu'il a fait campagne. Non, je pense que c'est normal. Ce qu'il y a, c'est que s'il était censé totalement, il devrait s'interroger, se dire est-ce que c'est envisageable ? Mais comme je crois qu'il est un peu ailleurs, et non, effectivement, oui, lui, il pense bien, je suis convaincu, espérer se faire réélire. Envisageable, Oui, ça l'est, oui, Jean ? moi je pense au jour d'aujourd'hui, enfin je pense que dans sa tête il l'envisage. Voilà, c'est ça. Après, est-ce que c'est politiquement envisageable ? Ça, j'en sais rien au jour d'aujourd'hui. Anna, pour conclure. Financièrement envisageable. Tant qu'il y aura l'appui des grands financiers, ceux qui constituent ce qu'on appelle les fonds politiques de campagne, les PAC, tant qu'il y aura des financiers américains qui sont prêts, comme les frères Koch, qui sont prêts à le financer, il aura des chances. Le jour où il les laisse tomber, il est mort. Et le président américain qui pourrait se rendre cette semaine au Forum économique mondial de Davos en Suisse, cette 48e édition ambitionne de résoudre la crise sociale actuelle. On a hâte de voir ça, n'est-ce pas ? On en parlera certainement la semaine prochaine. On part en Roumanie maintenant. C'est un nouveau harakiri politique. Pour la deuxième fois en moins d'un an, les sociodémocrates ont fait tomber leur propre gouvernement. Alors comment expliquer ce double suicide politique ? Les explications de Pascal Achard. Une femme prend la tête du gouvernement roumain, une première dans le pays. L'eurodéputée Viorica Dăncilă, nommée mercredi au poste de Premier ministre, elle remplace Mihai Tudose, remerciée en début de semaine par le Parti social-démocrate au pouvoir. Pour nous, pour la Roumanie et pour le peuple roumain, il est important de mettre en œuvre le programme du gouvernement et de gérer comme il le faut l'année 2018. Un gouvernement qui peine en effet à trouver sa voie. Après le vote de confiance du Parlement prévu le 29 janvier prochain, Viorica Dăncilă sera la troisième dirigeante depuis la victoire des sociodémocrates aux législatives fin 2016. Le président roumain, non sans hésitation, a finalement donné son accord, préférant éviter une nouvelle crise politique. Les deux gouvernements formés par le PSD ont échoué. Ils ont maintenant une nouvelle chance de prouver qu'ils savent ce qu'ils veulent. Inconnue du grand public, la première ministre est une fidèle de l'homme fort du Parti social-démocrate roumain, Liviu Dragnea. Ce dernier reste inéligible à ce poste en raison d'une condamnation pour fraude électorale. Et on retrouve tout de suite à Bucarest notre correspondante en Roumanie, Aline Fontaine. Bonjour Aline, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, on aurait dû vous avoir par Skype, on aurait dû avoir de l'image, mais il y a une petite panne d'électricité chez vous. Alors, on est ravis quand même de vous avoir, même si c'est par téléphone. On va y venir à cette situation politique en Roumanie. Viorica Dăncilă est surnommée la porte-parole pour son allégeance à Liviu Dragnea, qui est à la tête du parti au pouvoir. Au fond, est-ce que ça veut dire qu'on prend les mêmes et on recommence ? Oui, c'est un peu ça. Alors, quand on parle de porte-parole, on va dire, je pense que c'est plutôt maintenant la femme de l'ombre, Viorica Dăncilă de Liviu Dragnea. Et on l'a vu déjà sur les images dès la première conférence de presse. En fait, elle se tenait à droite de Liviu Dragnea qui était au micro. Donc, c'était assez flagrant. Et puis, à plusieurs reprises, quand les journalistes ont demandé à Liviu Dragnea quels étaient les atouts de Viorica Dăncilă, il a dit demandez-lui, et puis Viorica Dăncilă a répondu demandez à Liviu Dragnea. Et donc, je pense que... Alors, je crois qu'on va s'arrêter une petite seconde, Aline, puisqu'on a une mauvaise connexion téléphone en plus. On va peut-être relancer la ligne et on vous rappelle. À tout de suite. Jean, vous avez vécu en Roumanie au tournant des années 90. Cette situation, années 80, pendant la Révolution. Voilà, exactement. Notamment. Cette situation en Roumanie, aujourd'hui, elle vous surprend ou est-ce qu'il y en avait les prémices déjà ? Pas du tout, parce que d'abord, l'actuel dirigeant, qui était cité à l'instant par Aline Fontaine, Dragnea, est un homme politique corrompu. Et si c'est cette femme qui le remplace comme Premier ministre, c'est tout simplement parce qu'il ne peut pas occuper le poste, puisqu'il s'est le coup de nombreuses procédures judiciaires. Deuxièmement, la classe politique roumaine, qui a été issue de la Révolution, et d'ailleurs c'est intéressant, le PSD au pouvoir, Parti social-démocrate, est l'héritier des hommes qui ont fait la Révolution. Ion Iliescu, Petre Roman, Silviu Brucan, etc. Hommes que j'ai bien connus et dont l'opacité qui les entourait d'ailleurs à l'époque persiste aujourd'hui, si j'ose dire, autour des affaires de corruption qui sont très puissantes, parce que en Roumanie comme ailleurs, on assiste à un truc qui est très différent des autres pays de l'ancienne Europe orientale et centrale, c'est-à-dire que l'économie, malgré l'adhésion à l'Union européenne en 2007, s'ouvre assez peu à l'extérieur. L'économie polonaise, l'économie hongroise, l'économie de la République tchèque est beaucoup plus ouverte. La Hongrie
et la République tchèque sont entrés dans l'Union européenne 3 ans seulement avant la Roumanie. L'économie hongroise ou l'économie tchèque est ouverte à 90%, l'économie roumaine est ouverte à 44% seulement. Donc on voit bien qu'il y a une classe politico-économique locale qui a gardé le pouvoir et qui le garde en partie avec la corruption. On retourne à Bucarest auprès de notre correspondante Aline Fontaine. Aline, la décision du président Iohannis de redonner une chance au SPD est très critiquée auprès des Roumains. Pourquoi pas l'option d'élection anticipée? Oui, alors c'est vrai que donc, le président Klaus Iohannis, qui est plutôt de droite libérale par rapport aux sociodémocrates, donc il représente l'opposition, et bien sa décision de redonner une chance au PSD a été mal appréciée par la société civile qui manifeste depuis 1 an. Les gens ont cru que forcer le PSD à créer des rivalités au sein du parti, parce que tout le monde n'était pas pour la nomination de Viorica Dăncilă, mais Liviu Dragnea a eu le dernier mot, et les gens espéraient que Klaus Iohannis les force à se cliver. Et en ce qui concerne les élections anticipées, le problème c'est que, comme disait votre intervenant, il y a une domination du Parti social-démocrate dans toutes les instances, au niveau local comme national. Et si on avait organisé des élections anticipées dans 1 semaine, dans 1 mois, le PSD aurait remporté de toute façon, parce que son électorat est très très discipliné. Et c'est cet électorat qui va voter. Et aujourd'hui, on va dire les élites du pays, ou les gens qui ont fait des études, et ben malheureusement, elles n'ont plus confiance dans la classe politique, donc elles ne vont pas voter. Et ça, donc s'il y avait eu élection anticipée, je pense que le taux de participation aurait été aussi mauvais qu'aux élections de décembre 2016, parce que les gens n'ont toujours pas compris qu'il fallait bloquer le PSD par les élections. Alors Jean le rappelait à l'instant, le PSD, l'héritier de l'ancien parti communiste, il contrôle aujourd'hui les instances du pays. On revient à un système de parti unique en quelque sorte. C'est ce qui est en train de se passer en Roumanie en ce moment? Aline, je pense qu'on a perdu Aline encore, mais peut-être que vous pouvez nous répondre, Jean, à l'aune de je dirais pas ce que vous avez vu là-bas au tournant des années 80. Oui, je dirais pas On va revenir vers vous, Aline. Je dirais pas système de parti unique, le mot me semble un peu fort malgré tout, mais en tout cas, il y a une réalité sociologique de la Roumanie dont Ceausescu, qui avait été viré du pouvoir en 89, avait parfaitement pigé la nature, c'est la paysannerie. La classe paysanne, la paysannerie occupe encore l'essentiel du terrain dans l'électorat roumain, et les campagnes sont très puissantes. Les campagnes sont conservatrices en Roumanie, et les campagnes aujourd'hui se dressent d'une certaine manière contre les villes qui ont manifesté, encore en février dernier, il y a à peine 1 an, contre la corruption, et dont les élites, malheureusement, sont en train de quitter le pays. Il y a une réalité très forte en Roumanie, qu'on retrouve en Grèce, qu'on retrouve dans d'autres pays, mais les jeunes élites, les médecins, les infirmières, les ingénieurs et tout, quittent le pays, pas nécessairement pour la France, d'ailleurs, malgré les liens historiques, mais pour l'Allemagne, pour le Canada et pour les États-Unis en partie. Gérard ? Oui, c'est dommage, c'est intéressant, tout ce qui est dit est vraiment intéressant, parce que ça interpelle en même temps, parce que la Roumanie est un pays qui, au point de vue économique, semble s'en sortir plutôt bien. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur effectivement, une économie qui est encore assez refermée sur elle-même, mais ils ont un taux de croissance de 5,7%, quoi. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe, je crois que ça doit même être celui qui a la plus forte croissance des pays européens. Donc, c'est assez étonnant. Ouais. 4,4, moi j'ai comme chiffre, mais c'est effectivement une bonne croissance pour l'Europe. En Europe, c'est plutôt intéressant. Ce qui m'interpelle, c'est cette capacité de mobilisation des villes, pour le coup, j'ai écouté ce que vous avez dit, concernant, pour protester contre la corruption des partis politiques, mais ce qui n'existe pas dans les pays qui ont connu très longtemps une dictature et qui sont des démocraties assez récentes par rapport au reste de l'Europe. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'émerge pas quelqu'un comme en Espagne, comme en Italie, que n'émergent pas d'autres partis politiques ou d'autres personnalités. Est-ce que vraiment les partis de gouvernement parlementaire ont vraiment une main de fer là-dessus? Il y a un parti libéral qui est plus moderne, qui est plus ouvert, plus européen, et dont le président de la République est d'ailleurs issu. Mais structurellement, l'électorat roumain, l'électorat paysan roumain, l'électorat des petites villes roumaines est un électorat extrêmement conservateur. Voilà, et ça implique beaucoup de choses. On va retourner auprès d'Aline à Bucarest. Aline, plus de 30 000 Roumains ont manifesté hier à Bucarest et à travers une dizaine de villes du pays. C'est beaucoup moins qu'il
il y a un an. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un essoufflement de la contestation ? Oui, je pense qu'il y a un essoufflement parce que alors en plus il fait pas très beau ici et les gens ont du mal à se mobiliser quand la météo n'est pas favorable. Mais surtout, je pense que la désillusion cette semaine, ça a été comme le président qui a lâché la population en fait. Et il faut donc, par rapport à ce que disaient vos intervenants, il y a une petite opposition qui est en train de naître en Roumanie. C'est très intéressant. Il y a un parti qui s'est formé avant les élections de décembre 2016, qui s'appelle Union Sauver la Roumanie. C'est des gens qui sont issus de la société civile. Ils n'avaient jamais eu de mandat électoraux auparavant. Ils ne sont pas trempés dans des affaires de corruption. C'était la condition. Mais le problème, c'est que c'est un mouvement des villes et ils ont eu à peu près 10% des sièges au Parlement. Donc c'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour faire barrage, parce que le problème, en effet, il y a un parti, le parti dont est issu le président est assez timoré en fait. Il se pose pas vraiment dans l'opposition, parce que s'il y a des gens quand même qui vont, si jamais demain ils sont au pouvoir, est-ce qu'ils arriveront à être aussi propres qu'ils se revendiquent? Ça, c'est le problème. Mais en tout cas, on peut espérer que ce petit parti là qui a explosé, on va dire, en décembre 2016, va rassembler des voix. Parce que ça, à mon avis, ça pourrait permettre d'apporter du changement en Roumanie. Et s'il reste encore des Roumains en Roumanie, pardonnez-moi pour cette petite provocation, mais c'est ce que nous disait Jean, c'est ce que nous disait Jean à l'instant. C'est que les jeunes Roumains quittent le pays. Les statistiques sont plutôt inquiétantes. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de fuite des cerveaux en Roumanie ? Oui, malheureusement, moi je peux vous dire que déjà cette semaine, je connais 2 ingénieurs qui m'ont dit vouloir partir. De toute façon, ils se sont dit maintenant c'est fini, on va partir, c'est plus la peine de rester ici. Et malheureusement, oui, dans le personnel médical, ça c'est évident, mais aussi les chercheurs, il y a énormément de chercheurs scientifiques, d'ingénieurs qui partent pour réaliser des doctorats à l'étranger, puis qui restent bien souvent. Et ça, c'est le problème, parce que c'est ceux-là qui aujourd'hui se mobilisent, c'est eux qui sortent dans la rue, mais qui sont désabusés en fait. Ici, c'est pas possible. Merci beaucoup Aline d'avoir été avec nous depuis Bucarest. On vous souhaite de retrouver l'électricité très vite, puisque vous nous le disiez, il ne fait pas très beau chez vous. À très bientôt. Je précise pour terminer sur ce thème que c'est dans 8 jours que Viorica Dăncilă doit obtenir l'investiture du Parlement. C'est en principe une formalité. Elle deviendra ainsi la première femme à diriger un gouvernement roumain, mais aussi le 3e Premier ministre en moins de 7 mois donc. On part en France. Le 3e plus gros aéroport du pays ne poussera pas dans le bocage proche de l'agglomération de Nantes. Le gouvernement annonce l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, un projet qui traîne et qui divise le pays depuis une 40aine d'années. C'est l'histoire de la plus vieille lutte de France. Elle débute dans les années 60 avec un projet de grand aéroport pour remplacer celui de Nantes Atlantique. En 74, les élus locaux rêvent en grand et créent une zone d'aménagement différée, une ZAD, ouvrant la voie aux expulsions des paysans. On sera obligé de partir, de toute façon. Obligé de partir. Chercher un autre endroit pour habiter. Finalement, le bonheur restera dans le pré jusque dans les années 2000 et l'ouverture d'un aéroport prévu 11 ans plus tard. C'est le début de la grande mobilisation et des grands rassemblements réunissant paysans et altermondialistes. Petit à petit, tout ce petit monde décide de mener la lutte sur place. C'est le temps des campements remplacés par des cabanes qui vont réunir jusqu'à 40 000 zadistes. Le bras de fer entre l'État, anti- et pro-aéroport, se réglera par un référendum en 2016, gagné par les pro-Notre-Dame-des-Landes. C'est un peu mettre de l'huile sur le feu et j'ai peur aussi qu'il y ait de la confusion, c'est-à-dire que les gens, est-ce qu'ils vont voter contre l'aéroport ou contre la ZAD? Viendra ensuite la lutte devant les tribunaux pour éviter une nouvelle fois les expulsions. Nous sommes en janvier 2016 et les agriculteurs n'obtiendront que 2 mois de répit. Tout d'un coup, là, le juge, il a rayé 5 générations de fréneaux, là, ben voilà. Mais la lutte ne s'arrêtera pas là, avec de nouvelles manifestations de plus en plus importantes, des rassemblements et une mobilisation qui sera suivie par les médias du monde entier. Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Une lutte qui aura donc permis de sauver beaucoup plus qu'un bocage nantais.
Alors Gérard, expliquez-nous pourquoi ça fait 4 décennies que ce projet bloque. Parce que les temps ont changé. Et c'était quand on a imaginé ce grand aéroport, c'était les années 60, 70, où il y avait des rêves comme ça de grands projets, etc. Et donc il y avait l'idée de faire pour tout l'ouest de la France un énorme aéroport d'où on pourrait partir pour aller à peu près partout dans le monde. Bon, les choses ont changé puisqu'on imaginait même d'ailleurs, on disait c'était un aéroport où se posera le Concorde. Le problème c'est qu'il n'y a plus de Concorde. Le problème c'est que les choses ne se font plus de cette façon-là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, est-ce qu'il faut comme ça un espèce d'aéroport énorme, sachant qu'il y a Roissy qui est à 2 heures en TGV, Roissy-Charles de Gaulle qui est à 2 heures de TGV. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc pendant très longtemps, jusqu'au rapport des médiateurs, en fait, on était sur cette idée, soit on fait un nouvel aéroport donc énorme à Notre-Dame-des-Landes, soit on fait rien. Et c'est là-dessus qu'a eu lieu le référendum, référendum qui n'a concerné qu'un seul département, le département de la Loire-Atlantique, où il y avait l'aéroport, et où il y avait comme question, est-ce que vous voulez Notre-Dame-des-Landes? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Et donc, c'est vrai que la décision qui est prise, finalement, de ne pas construire Notre-Dame-des-Landes, de ce point de vue-là, pose un problème un peu démocratique, puisqu'il y a eu une consultation qui a dit quelque chose, et on fait l'inverse. Bon, c'est un petit peu gênant. En même temps, que la France fait ça. C'est pas la première fois, on l'a fait pour le traité constitutionnel, notamment européen, ce qui effectivement, là aussi, pose un problème. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut dire que la question qui était posée n'était pas forcément la bonne, puisque le périmètre qui avait été choisi n'était pas forcément long, etc. Mais surtout, au-delà de tout ça, je crois que la vraie leçon de tout ça, c'est que les choses ont changé, qu'on peut très bien, à partir de l'aéroport existant nord-atlantique, l'agrandir. Et Genève peut recevoir 17 millions de voyageurs par an pour un aéroport qui est à peu près le même que celui de nord-atlantique. Donc c'est la décision qui a été prise. Donc c'est une décision qui a été prise qui, d'un point de vue... Moderniser l'aéroport qui est déjà Moderniser existant. celui qui existe déjà et ne pas construire un énorme truc qui, quand même, c'était sur 1600 hectares quand même de terre. Donc peut-être surdimensionné. À une époque, on veut lutter contre le réchauffement climatique, contre la bétonisation du pays, etc., etc. Alors on va y venir, justement. justement. Je pense, dans l'ère du temps. L'ère du temps, c'est Emmanuel Macron, président depuis un peu plus de 6 mois, 7 mois. En juillet dernier, à peine arrivé au pouvoir, il avait remis en cause cette idéologie des grands chantiers. Il avait dit, je le cite, « Il faut sortir de la fascination pour les modèles d'hier ». C'est une remise en cause de la politique générale de ces dernières années, en fait. Ah oui, et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'affaire Notre-Dame-des-Landes, surtout que ça se passe dans le Grand Ouest, vous l'avez dit, précisément en Bretagne, région qui a été probablement une des régions qui s'est le plus développée en France depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a eu une croissance extraordinaire, un développement extraordinaire, amené, soutenu, développé par l'État. La Bretagne, par exemple, a eu un réseau de routes qui sont aujourd'hui encore des 4 voies gratuites. C'est une spécificité bretonne. Beaucoup d'équipements, les 2 TGV qui vont à Rennes et qui ensuite sont en voie rapide, vont être en voie rapide jusqu'à Brest d'un côté, Quimper de l'autre, etc., etc. Ce modèle-là a été très soutenu par les Bretons. Il a été très soutenu par les grandes institutions bretonnes, le Crédit Agricole, Ouest France, le Parti démocrate chrétien d'abord, socialiste ensuite, les grandes familles bretonnes, les Bolloré notamment, mais pas seulement, les Hutin, les Leclerc, les Gourvenec, etc. Et ce projet aujourd'hui, il est en panne. Pourquoi? Parce que ce projet a été construit sur un modèle de développement intensif, sur un agrobusiness intensif, et qu'aujourd'hui les Bretons n'en veulent plus. Et c'est ça que Notre-Dame-des-Landes incarne, c'est-à-dire l'idée qu'il faut un autre modèle de développement, qu'il faut réfléchir autrement le développement de ce grand territoire qu'est l'Ouest. Et c'est précisément d'ailleurs la réponse qu'a fait la maire de Nantes au gouvernement en leur disant, maintenant que Notre-Dame-des-Landes, la page est tournée, parlons du modèle de développement pour le Grand Ouest. Et Nantes, de ce point de vue-là, est un paradoxe parce que c'est une ville qui, par ailleurs, a développé l'écologie urbaine de manière très forte et qui continuait à soutenir cet aéroport qui était, Gérard Leclerc l'a dit, une apparition écologique. Est-ce qu'en filigrane, si je vous écoute bien, il y a l'idée de la décentralisation de la France aussi? Ah oui. Anna, vous qui Je viens d'un pays très centralisé aussi, donc je ne pense pas que ça ira jusque-là, que ce soit au centre des préoccupations des politiciens à Paris, même localement. Mais ce qui est très étonnant vu de l'étranger, c'est comment un tel truc
excusez-moi le mot, peut subsister pendant 40, 50 ans dans ce pays. Pourquoi, à un moment donné, il n'y a pas eu quelqu'un pour dire stop, réévaluons ce projet? Pourquoi on va jusqu'à la confrontation avec un mort, dont les actualités oublient de nous en parler ces jours-ci, mais il y a quand même eu quelqu'un qui est mort parmi les zadistes, je crois. Vous faites référence à Sylvain, c'est un autre projet. Ah pardon, c'était pas un autre projet. C'était un autre projet. Ah, alors excusez-moi. Mais ça étant dit, votre questionnement, c'était comment ça peut durer aussi longtemps. Ça fait 15 ans que ça empoisonne les gouvernements, quel que soit leur bord, Gérard. En France, déjà, c'est un peu une spécificité française. Les projets qu'on a beaucoup de mal à mener à terme. Alors, suivant le cas, il y a un côté jacobinisme de la France. Il y a aussi Là, je pense sincèrement que les élus, tous les élus, ce qui est étonnant, c'est que c'était aussi bien les élus de droite que de gauche, étaient tous, dans leur immense majorité, pour Notre-Dame-des-Landes, avec cette idée, ce rêve de ce grand aéroport, etc. Et donc voilà, je pense qu'ils s'étaient partis dans une mauvaise direction, et puis qu'on s'est petit à petit embourbé là-dedans, qu'en même temps, il y a donc en face une révolte qui s'est organisée, etc. Et aucun gouvernement qui n'a eu le courage, qu'il faut dire les choses tout simplement. La réponse, c'est qui n'a eu le courage de trancher, de prendre une décision. Et c'est Emmanuel Macron et son gouvernement qui ont désembourbé parce que là, maintenant, le projet. Plus, il fallait faire quelque chose. On va l'écouter. Il était alors en campagne présidentielle, il était candidat à la présidence. Emmanuel Macron avait dit vouloir se donner 6 mois pour laisser la place à une médiation, mais sur l'issue du projet, il avait été très clair. Pour être très clair, Notre-Dame-des-Landes, il y a eu un vote. J'ai dit que mon souhait, c'était de le respecter et donc de le faire. Voilà. Pourquoi? Il y aura un aéroport dans votre quinquennat si vous êtes élu? Oui. Bon, en fait, non. Est-ce que c'est la première reculade? Est-ce que c'est la première reculade d'Emmanuel Macron, comme on a pu le lire dans la presse? Ouais, c'est en tout cas la première un peu spectaculaire. Simplement, lui répond à ça, il n'a pas tort, que l'alternative qui est celle de l'agrandissement de Nantes Atlantique, il est apparu avec le rapport médiateur, c'est-à-dire récemment. Il est apparu au mois de janvier. Oui. Cette médiation, c'est quelque chose de nouveau dans la façon de gouverner en France aussi, le fait de passer par une médiation. C'est quelque chose d'assez nouveau. Ça ce qu'il y a d'intéressant, c'est effectivement que la solution de l'agrandissement de l'aéroport de Nantes, qui est quand même sur le papier depuis de nombreuses années, n'avait jamais été prise en compte par l'État. Ça, c'est vrai. Et donc, il fallait aussi poser cette question maintenant. Il n'est pas encore agrandi, l'aéroport de Nantes, parce que les problèmes écologiques qui sont mis en avant pour Notre-Dame-des-Landes sont aussi réels, à la fois parce qu'il y a une zone Natura 2000 juste à côté, et aussi parce qu'il y a des dizaines de milliers d'habitants qui vont habiter très proche des pistes. En principe, les médiateurs ont répondu à ça en disant qu'on peut le faire, que la zone Natura 2000 ne serait pas impactée, qu'elle est trop loin. Et que... Pour avoir de la famille dans la région, je peux vous dire qu'il y a pas mal de gens à Nantes qui ne sont pas extrêmement contents de l'aéroport, de l'agrandissement de l'aéroport actuel. Et en même temps, c'est vrai que les avions font de moins en moins de bruit, polluent de moins en moins, etc. Enfin bref, ça c'est justement tout le débat qui a été soulevé par le médiateur. L'affaire n'est pas close, je pense, sur le plan local en tout cas. Alors on va regarder la une du quotidien français de droite, Le Figaro, qui titrait cette semaine « Le gouvernement recule pour sortir de l'impasse ». Comment Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe expliquent et communiquent sur ce choix? Ils le font ils détournent un petit peu le problème en disant on a tranché. Leur grand argument, c'est de dire ça fait 50 ans que ça n'avait pas été tranché. Là, au moins, on a tranché. Voilà. Et le deuxième, c'est de dire... Donc, mieux vaut une décision, quelle que soit la Voilà. Et la réponse, deuxième, c'est de dire on ne cède pas aux zadistes, puisque les zadistes vont être évacués. Bon, en fait, ils sont en train de négocier pour l'instant pour que tout ça se passe bien. Mais effectivement, la zone va être évacuée, oui. La zone va être évacuée ou peut-être en partie valorisée, puisque il y a un débat qui est ouvert sur qu'est-ce qu'on va faire d'une partie de ces terres, etc. Alors justement, qu'est-ce qui peut advenir de ces terres? Parce qu'on parle d'une centaine d'espèces protégées, d'un terrain humide. Qu'est-ce qui peut advenir? Il peut se faire beaucoup de choses à Notre-Dame-des-Landes. Qui est préservé depuis une cinquantaine d'années. Oui, et il peut se faire beaucoup de choses, et en particulier là où ça se développe énormément en Bretagne, c'est-à-dire un autre modèle agricole de production plus traditionnelle, de production moins gourmande en eau, évidemment moins gourmande en pesticides et en produits phytosanitaires, etc. Donc, ce qui peut s'inventer autour de Notre-Dame peut être en partie soutenu par le Conseil général, le Conseil régional, l'État, les communautés de communes, etc., qui sont elles-mêmes quand même très intéressées aussi par cette évolution du modèle de la Bretagne, puisque, pour en finir, le Grand Ouest, aujourd'hui, est une région qui, après avoir porté une très forte croissance pendant les années 80-90 ou je connais 2000, est une région qui est relativement dépressive aujourd'hui parce que sa paysannerie est en partie dépressive. Or, la paysannerie en Bretagne, c'est quand même le sel de la terre. Dernière question pour conclure là-dessus, je vous la pose à vous, Gérard. On l'a rappelé, il y a eu un référendum sur ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
référendum qui avait été accepté, autour des 55%. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement bafoue la démocratie? Ça aussi, on a pu le dire. C'est le principal, à mon avis, le principal souci pour le gouvernement. C'est vrai qu'il y a ce problème du référendum. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on répond en disant, d'une part, le périmètre du référendum n'était pas forcément le bon. Pourquoi seulement la Loire-Atlantique? Et puis, deuxièmement, le référendum posait une seule question et n'envisageait pas du tout la possibilité d'aménager l'aéroport déjà existant. Mais vous avez raison, il y a quand même un problème. Et enfin, moi, j'ai toujours été très réticent sur le référendum, parce qu'en général, les gens ne répondent pas à la question. Et puis souvent, si jamais ils répondent mal, on ne sait plus comment s'en sortir. C'est ce qui s'est passé avec le Brexit en Angleterre, c'est ce qui s'est passé avec le traité constitutionnel en France, et c'est ce qui s'est passé avec... donc on devrait arrêter de faire des référendums, sauf dans des cas très précis où c'est la règle commune, les institutions, etc. Ça sera encore un autre débat passionnant. Mais pour terminer sur ces terres qui sont là, demande a été faite aux occupants d'évacuer d'ici au printemps, puis on verra à ce moment-là si ça se passe sereinement ou pas. On continue. Depuis des mois, vous le savez, les critiques pleuvent contre Facebook, accusé notamment d'avoir infléchi le résultat de la présidentielle américaine, de propager des fausses nouvelles, d'enfermer ses utilisateurs dans une bulle d'information. Le réseau social a fini par réagir pour assurer le bien-être de ses utilisateurs. Facebook va réformer son fil d'actualité pour donner la priorité aux amis. Les gens viennent sur Facebook pour se connecter avec ceux qui comptent pour eux. Dans les années à venir, notre objectif est de vous aider à avoir des interactions plus profondes et plus intéressantes avec les personnes que vous appréciez. Avec le temps, nous pensons que les gens verront plus de publications concernant les personnes avec qui ils sont connectés et moins de celles des éditeurs. Nous espérons aussi que leur temps passé sur Facebook se réduira. Mais notre but est que le temps que les gens passent sur Facebook soit meilleur. Facebook a été créé pour vous connecter avec des histoires et des personnes qui comptent beaucoup pour vous. Nous allons continuer à vous écouter et travailler dur pour être sûr que c'est ceux que vous voyez tous les jours. Donc, priorité aux amis au détriment des marques et des médias, c'est ce qui nous intéresse ici. Pourquoi ce changement de stratégie, Anna, d'après vous? Parce qu'ils ont eu beaucoup de critiques l'année dernière, tout au long de l'année dernière, lors des élections américaines, disant qu'ils étaient peut-être l'un des vecteurs de manipulation du vote lors des présidentielles. Aux États-Unis. Oui, mais quand même, il y a énormément d'éléments qui sont très perturbants là-dedans. Il s'agit d'abord d'une entreprise privée et qui donc fait de l'argent. Et se prendre pour Dieu le Père qui va nous dire comment dépenser notre temps, si nous devons être plus avec de la famille ou en train de lire des articles de presse ou de faire ceci ou cela, déjà, ça me perturbe énormément. Deuxièmement, cette entreprise est en train de réduire, d'après tous les avertissements qu'on a, notre capacité de raisonnement, notre capacité de connaissance. Vous disiez au début qu'on n'a jamais eu autant de circulation d'informations, une aussi grande masse d'informations. En même temps, Facebook limite la masse d'informations qui vient à nous. Parce que, à travers leurs algorithmes et à travers leur community, les gestionnaires de communautés, community managers, ils vont décider pour vous ce que vous allez voir en fonction de vos choix intérieurs. Donc, si vous avez choisi beaucoup d'articles de gauche, on va vous éviter d'avoir un article de droite. Des gens nous ont raconté comment leurs amis de droite ou de gauche ont été supprimés de la page Facebook parce qu'ils ne correspondaient pas au profil qui avait été fait d'eux par les algorithmes, etc. Et là, donc on est dans une bulle où on filtre ce qui rentre et on nous empêche de connaître d'autres choses au-delà de notre horizon immédiat et de notre choix immédiat. Et ça, c'est extrêmement grave déjà. Je suis totalement d'accord. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie, qui m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, par le jeu des algorithmes, comme vous venez de le dire tout à fait justement, quelque part, on vous conforte dans votre opinion, dans ce qui semble être votre opinion, et que, pour parler très clair, si vous tapez quelque chose sur Google, suivant, ce ne sera pas la même réponse, on ne vous proposera pas on vous proposera pas les mêmes sujets, les mêmes, en fonction de ce que l'on imagine être votre opinion. Alors, et donc ça, c'est très grave, parce que c'est l'inverse de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'on vous renferme. Des infos, il devrait y en avoir moins. Le volume d'infos dans le fil d'actualité devrait passer, selon les chiffres
chiffre que révèle le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, de 5% à 4%. Est-ce qu'il y a de quoi affoler les médias? Est-ce que c'est le cas dans vos publications respectives? Est-ce qu'il y a une inquiétude? Les médias sont aujourd'hui extrêmement dépendants de Facebook particulièrement, puisque c'est 2 milliards de personnes à travers le monde, mais des réseaux sociaux en général. Pour beaucoup de médias aujourd'hui, Facebook, c'est 40 à 50% de leur accès à leur site et à leurs informations. Donc c'est quelque chose de considérable. Donc non seulement ils sont dans une situation de dépendance sur le plan de l'information, mais ils sont maintenant, et c'est relativement nouveau depuis 2-3 ans, en situation de dépendance économique, puisque Facebook finance des projets, aide des projets, comme Google d'ailleurs, par des fonds d'aide à la presse, etc., qui a été doté en France de plusieurs dizaines de millions d'euros, comme en Allemagne. Et donc, cette question de la dépendance des journaux, elle est extrêmement perverse, parce qu'ils ont besoin de Facebook pour publier des contenus, et en même temps, ils dépendent de Facebook pour leur survie économique aujourd'hui. Et là-dedans, je dirais que le lecteur, qui lui-même est en capacité de faire ses choix, de faire son tri, de s'orienter, de diffuser, il est une fois de plus le dindon de la farce, si j'ose dire. Et avec plus grave, pour tous les médias qui sont en train d'apparaître ou qui sont apparus depuis quelques années et de s'affirmer sur le net, sinon, s'ils ont YouTube, Facebook et Google qui vont les marginaliser, qui vont les mettre en dehors de la bulle, ils sont morts, complètement morts. C'est déjà en train d'arriver. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec eux. Dans une démocratie saine, on a envie de tous les crieurs, de tous et de tous les gens qui crient le roi va nu, et de toutes les façons possibles et imaginaires. Et ils sont en train de mourir, ces gens-là, et nous, médias mainstream, nous n'avons pas toujours cette fonction-là non plus. Et ça pose en creux, parce que derrière, pour moi, c'est une question essentielle, la question de la neutralité du web. C'est-à-dire à quel moment les Nations Unies vont ériger des règles que les gouvernements seront tenus de respecter pour l'accès libre et identique pour tout le monde au web, quel que soit le média, quel que soit la nature. Il y a encore quelque chose de plus pervers derrière tout cela, c'est que des entreprises comme Google, Facebook, YouTube, qui sont gratuites pour nous, eh bien, elles font leur argent immense, parce que ce sont des États-nations, quasiment, ces entreprises. Elles font leur argent sur les éléments que nous leur donnons gratuitement, c'est-à-dire les informations sur nous-mêmes, la metadata, qui ensuite va être utilisée, par exemple, pour nous mettre des petites annonces, si vous voulez, dans la façon la plus simple, correspondant à nos recherches, mais pas que cela. Par exemple, vous savez que cette data bien analysée peut permettre de vous alimenter avec des articles de presse au moment des élections qui peuvent influencer votre vote. Et ça, c'est beaucoup plus grave que peut-être les petites influences, les petits articles qui sont parus par la Russie dans les médias américains au moment des médias. Il y a présidentielles. une part de responsabilité. Peut-être tout d'un coup, ça a été un peu le Graal, un accès à une audience par des médias en crise. Est-ce qu'avec cette décision, alors on va voir aussi en quoi ça consiste, pour l'instant ça n'est encore pas appliqué, on n'est pas encore sous le nouvel algorithme, mais est-ce que ce n'est pas une belle opportunité aussi pour les médias de se remettre en question dans la façon de communiquer, d'aller chercher leur audience? Médias en crise encore, pour la plupart du temps. Je crois que c'est malheureusement aujourd'hui plus compliqué que ça, c'est pas simple, et effectivement tous les médias veulent absolument être présents sur les réseaux sociaux. Voilà, pour parler de mon tout petit exemple personnel, quand j'ai dirigé LCP, l'un de mes gros soucis c'était ça, comment fait-on pour apparaître, pour être sur les réseaux sociaux? Et on a embauché un community manager, etc. Donc maintenant, on est pris dans le système. Et donc, ça va être très compliqué. Je ne sais pas comment on va en sortir. Moi qui m'occupe d'un modeste mensuel en papier, dont je suis fier d'animer et diriger, l'audience de la page Facebook d'Amnesty International France est 10 fois supérieure au journal aujourd'hui. Donc c'est pour tout le monde la même chose. Nos papiers, on est aujourd'hui à un moment où 2 grands journaux parisiens, l'équipe est en très grande difficulté, et Le Monde se pose la question, plus ou moins ouvertement, de savoir s'il va continuer d'ici 3 ans son édition papier. Donc on est de toute façon passé à un autre moment de l'histoire des médias aujourd'hui. Alors il y a peut-être une solution, parce que tout est économique, sont des entreprises privées, et elles sont en situation d'oligopole, si on les prend globalement, mais de monopole pour chacune dans son domaine. Et c'est ce monopole qu'il faudrait casser en finançant des entreprises rivales qui seraient en open source et qui n'auraient pas une gestion des codes d'éthique ou des recherches d'éthique au sein d'entreprises privées sans qu'on sache qui y est, pour quelles raisons. Petite parenthèse là-dessus, permettez-moi, Facebook sous-traite en Philippines, la gestion de la censure de certains éléments qui paraissent sur les pages de ses adhérents. Vous vous rendez compte du système. Donc,
Il y a déjà Minds qui commence à sortir en open source et qui pourrait être une alternative à Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est? Minds, c'est justement une sorte de Facebook, mais qui est en open source et donc qui permet, qui a besoin d'investissement et d'autres adhérents pour pouvoir aussi avoir des pages individuelles d'entreprises, de journaux, pour pouvoir contourner Facebook, voilà. Mais rester sur une logique de réseaux sociaux. Il y a DuckDuckGo aux États-Unis qui est en open source, qui est indépendant donc de financement et qui essaye comme moteur de recherche de fournir quand vous tapez un mot, de vous fournir des éléments qui ne sont pas dépendants ni des algorithmes qui étudient votre profil, ni des annonceurs, ni de la vente de cette metadata à des gens, à des entreprises de manipulation, etc. Donc ce serait une possibilité, mais il faut les financer. Oui. On voit d'ailleurs que dans beaucoup de médias récents qui sont apparus ces 10 dernières années, le média en lui-même est un réseau social. On peut prendre l'exemple de Mediapart, qui est un média qui s'est créé sur le web, qui est un pure player, comme on dit, qui n'a pas d'existence papier, qui gagne de l'argent, donc qui est rentable aujourd'hui. Mais Mediapart est aussi un réseau social avec des blogs de lecteurs, des espaces de forums, de commentaires extrêmement puissants. Et il y a très nombreux médias qui sont comme ça. Le Figaro Vox, par exemple, est un espace du Figaro qui est l'espace le plus fréquenté aujourd'hui sur le site internet du Figaro. Pour terminer, on a beaucoup entendu ces derniers mois que Facebook était devenu un média. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce changement d'algorithme, ils admettent qu'ils n'en sont pas un, qu'ils ne sont ni un média, ni un diffuseur d'informations? Pour moi, Facebook, c'est avant tout un support, je dirais. Et le fait que ça soit un support devrait permettre une régulation qui soit une régulation dans laquelle les États et les utilisateurs pourraient avoir leur mot à dire. Anna ? Facebook aura toujours un problème, que ce soit un support, que ce soit un média, que ce soit une plateforme d'échange. Il aura toujours le problème, et toutes les autres plateformes qu'on puisse créer alternatives auront ce problème, c'est celui d'avoir une ligne entre une violence verbale et des discours de haine, et de tracer la ligne entre cette partie-là sombre de ce qui se passe sur le net et une censure de plus en plus grande. Et donc, il y aura toujours ce problème, mais c'est à nous tous d'y réfléchir, et aux chercheurs aussi. Et c'est la taille aussi, peut-être, qui fait la différence. Alors, ce nouvel algorithme n'est pas été testé pour l'instant encore. Un test est mené dans 6 pays, la Bolivie, le Cambodge, le Guatemala, la Serbie, la Slovaquie, le Sri Lanka, et on verra donc normalement dans quelques mois quel impact aura ce nouvel algorithme sur Facebook, sur nos propres pages, et puis celle de Kiosque. On vous attend nombreux pour nous faire part de vos commentaires tant que vous nous voyez et tant que vous nous trouvez encore. Je vous propose qu'on termine cette émission comme toujours avec le formidable Dilemme, la semaine de Dilemme en dessin. On va regarder tout de suite ce qu'il a retenu de l'actualité. Dilemme qui revient évidemment sur les 1 an de la présidence Trump, une année noire pour la démocratie américaine, nous dit-il. Une année noire, la preuve que je ne suis pas raciste, explique le président américain. Donald Trump, cette fois sur l'aide financière aux Palestiniens. D'abord la capitale et maintenant les capitaux. La capitale, c'est Jérusalem. On pense à la décision de Donald Trump. Et voilà, ce couple se désole devant le mur de séparation. Washington, pourquoi Dilemme nous fait ce dessin? C'est parce que Washington a décidé de geler plus de la moitié de ses versements à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. La Turquie, maintenant, c'est une actualité de ce week-end qui lance une offensive terrestre et aérienne contre une milice kurde en Syrie. Ils sont par là, dénonce ce combattant du groupe État islamique tout à fait courageux. Et puis en France, le projet du gouvernement qui vise à rendre plus strictes les conditions d'accueil des migrants. Ce projet fait polémique. Le président prône la fermeté et l'humanité. La formule n'est pas neuve. Jean, en vrai, ça veut dire quoi? La matraque. On a l'impression d'une formule un peu éculée même. Oui, on a l'impression d'une formule un peu éculée et on a l'impression d'une politique qui ne veut pas, être véritablement européenne. Et là, je le dis en présence d'une consoeur européenne, ça me semble important qu'une bonne fois pour toutes, les politiciens européens, quels qu'ils soient, se mettent autour d'une table et discutent d'une politique autour de la question des migrants. Et 2, ça veut dire aussi, et c'est malheureux que par ces formules, par les mots employés, par la manière dont il a parlé des associations à Calais mardi, prouve aussi qu'il y a une espèce de volonté de parler à la partie la plus extrême de l'opinion publique française sur ces questions. Gérard, d'un mot vraiment? Un commentaire là-dessus, d'un mot? Tout ce qui a été dit est vrai. Je pense quand même que c'est une question malheureusement très compliquée. C'est pas seulement la partie la plus extrême de l'opinion. D'après les sondages, il y a à peu près 75 ou 80% des gens qui veulent de la fermeté face à l'immigration. Donc c'est compliqué. La vraie solution, là où je suis tout à fait d'accord, c'est au niveau européen. Ce n'est plus pays par pays, c'est au niveau européen.
On retourne auprès de Dilemme, son dernier dessin sur l'actualité de la semaine. Belle prise, une prise électrique, se réjouit ce pêcheur. Le Parlement européen demande l'interdiction de cette méthode d'électrocution des poissons dans les eaux de l'Union européenne. Voilà, c'est la fin de ce numéro de kiosque. Merci infiniment à vous trois d'avoir été en plateau ce dimanche, c'est un plaisir. Merci à vous qui nous regardez fidèlement dimanche après dimanche aux quatre coins de la planète. Je vous le disais tout à l'heure, je vous le répète, vous nous écrivez, on vous répond, que ce soit sur Facebook, sur notre page Facebook, ou alors sur Twitter avec le mot dièse, le hashtag kiosque. Je vous dis à dimanche prochain.